alimentaire à la destination du calibre d'alimentation de Gimel. Donc, aujourd'hui, je partage avec vous nos acquis de recherche en termes de valorisation et de transformation technologique qui a été réalisé au niveau du programme de recherche moyen terme de l'INRA pour les périodes de 2016-2020. Et aussi, je vais présenter le programme de recherche pour la période 2021-2025 dédié à la valorisation technologique Karoubi. Ma présentation comportera 3 éléments principaux: le contexte général du Karoubi, sans trop entrer dans le détail, les problématiques et notamment les acquis de recherche. Donc, le Karoubi, comme on sait, c'est un arbre forestier, fruitier, doté de nombreuses potentialités écologiques, socio-économiques et industrielles, par son adaptation aux conditions de culture sévères, et organoleptique très intéressant de qualité. Et aussi, on assiste à une demande mondiale très importante, augmentation des prix très sur cette culture. Donc, la production européenne par rapport à la production mondiale, c'est aux alentours de 30, 24% pour la gousse. Ceci place le Maroc en premier mondial en termes de graines et troisième producteur mondial en termes de l'Espagne. Donc, ce pas d'être valorisé. Cependant, donc l'aval de la filière souffre de qui entrave le développement de ce secteur, notamment en termes d'unités de transformation, également manque de procédés à la qualité du fruit, standardisé mais aussi optimisé et maîtrisé du point de vue scientifique, une instabilité du prix qui est très conditionnée par rapport à l'offre et à la demande, et aussi la présence des intermédiaires qui rend encore ces prix instables dans la partie commercialisation et exportation relativement faible vu la concurrence internationale et aussi le manque de stratégie de marketing et de commercialisation efficace. Donc, pour les unités déjà présentes dans le secteur. Ceci a donc incité l'INRA en tant qu'institut de recherche de s'investir dans un programme de recherche dédié à la valorisation et la qualité et de la production fruitière et la valorisation technologique, dont fait partie le caroubier comme filière très promoteuse en termes de transformation. Donc, l'objectif principal de ce programme de recherche qui a été lancé en 2017 et 2020 est de caractériser donc ce patrimoine en termes de caractéristiques physiques, physico-chimiques, biochimiques, sensorielles et même biologiques du caroubier cultivé au Maroc, afin de cartographier la qualité d'abord de la caroube marocaine et aussi orienter la transformation des différentes composantes, puis en fonction de la qualité et aptitude à l'industrialisation, et aussi mettre en place des procédés de transformation des différentes composantes du fruit adaptés à leur qualité. Ainsi, plusieurs activités de recherche ont été lancées. Je ne vais pas détailler beaucoup dans les résultats de recherche, mais je vais essayer d'être bref et surtout orienter ma présentation vers. Donc, pour tout ce qui est caractérisation physique, physico-chimique, biochimique et sensorielle du fruit, le matériel végétal qui a fait objet de nos études, c'est principalement la gousse de caroube, les graines et aussi les feuilles de caroube. Donc, on a travaillé également sur des activités de recherche qu'on a lancées dans l'ancien programme de recherche et qu'on va aussi entamer dans ces 4 années 2021. Aussi, les zones d'études, on a essayé de couvrir une zone d'études très élargie, couvrant toute l'aire de répartition au Maroc et entamer une caractérisation sur plusieurs paramètres clés
qui peuvent nous aider à augmenter la valorisation technologique de ce fruit. Donc, afin d'identifier, bien sûr, la particularité et les potentiels de la carotte marocaine en termes de transformation et de valorisation. Pour les faits, nous avons réalisé des caractérisations liées aux paramètres chimiques, biochimiques, sensoriels même, extraction des molécules d'intérêt et aussi étude des actifs antioxydantes et antibactériennes de ces feuilles de carotier. Également pour la pulpe, la graine, entamer des caractérisations physico-chimiques et chimiques en analysant les composés, bien sûr, les composés phénoliques, la teneur, la composition en sucre, les tannats condensés, les différentes molécules d'intérêt qui sont contenues dans la graine et la crème. Donc, et les résultats nous ont permis d'avoir plusieurs orientations. Donc, je ne vais pas détailler dans ces détails, mais principalement la composition nutritionnelle et les principes actifs de carobier sont pour la pulpe. Nous avons une richesse très importante en amidon, aux alentours de 35%, et il est très riche en sucre, avec deux molécules majoritaires, qui sont saccharose et le glucose, et une source très intéressante en protéines, très riche en fibres solubles et insolubles, donc ce qui permet de les orienter vers l'alimentation humaine et même l'alimentation animale, et riche en vitamines A, B, B2, E et D2, et aussi en tannin, notamment l'acide gallique. Et les antioxydants puissants, tels que les polyphénols, les myricétine et le quercétine, donc aussi une richesse notable en termes de pectine, et les minéraux et les oligo-éléments. Donc cette composition permet d'orienter sa valorisation vers tout ce qui est transformation en termes de produits agroalimentaires. Pour la graine, il est très riche, c'est une très bonne source de fibres également, et minéraux tels que le calcium, le fer, le magnésium et le phosphore, et quelques vitamines telles que B3, A et E, et les tannins. Pour la graine de carreau, qui est extraite de la graine, il est riche en galactomannan, donc qui est un polysaccharide qui confère la texture à la gomme et qui vous permet d'extraire le fameux actif alimentaire, le E410, qui est un épicycle naturel qui est plus par utilisation et application en agroalimentaire. Donc, en termes de composition nutritionnelle type actif dans les feuilles de carreau, c'est une source importante de sucre, minéraux et oligo-éléments. Aussi, ils sont très riches en polyphénols, qui ont un pouvoir antioxydant très marquant et très important, et une forte activité antibactérienne, notamment, on a pu tester sur les espèces bactériennes qui peuvent causer des toxi-infections alimentaires, telles que les Escherichia coli, les salmonelles, les Staphylococcus aureus, Listeria monocytogène, Pseudomonas et Klebsiella, qui sont des espèces généralement responsables des toxi-infections alimentaires. Donc, ça a prouvé qu'on peut même l'orienter vers l'utilisation médicinale ou pharmaceutique. En termes de valorisation, donc une potentiel de différentes composantes, nous avons entamé plusieurs recherches pour valoriser ces fruits de carobier en termes de transformation et avoir des produits stables de qualité et qui préservent la typicité de la carotte marocaine et une qualité nutritionnelle très importante. Donc, juste pour avoir une idée sur le processus de valorisation et la mise en œuvre d'un procédé de transformation, ce n'est pas aussi facile que vous pouvez l'imaginer, mais tout développement d'un produit passe par plusieurs processus qu'il faut principalement maîtriser avant de mettre sur le marché un produit sûr et de qualité irréprochable pour le consommateur. Donc, on passe principalement par 3 étapes. La première consiste à la partie marketing, innovation, où il faut cibler des marchés. Je ne vais pas développer un produit juste parce que c'est intéressant pour moi, mais je dois avoir des clients potentiels ou le consommateur. Donc, il faut avoir une base d'acceptabilité sur le marché, vu que une fois je vais produire ce produit, donc les clients cibles ou le marché cible pour le produit. Donc, en se basant sur l'étude de marché, des attentes clients
et les connaissances des consommateurs, ou même le savoir-faire traditionnel dans certaines régions qu'on peut même développer sous forme de produits stables, nous passons à identifier un cahier de charge avec les paramètres et les caractéristiques qu'on doit cibler dans la formule de notre produit. Ce cahier de charge définit les caractéristiques techniques quantifiables qui peut être la forme, la qualité chimique, organoleptique ou même microbiologique. Dans cette partie, on se réfère généralement à la réglementation en vigueur, s'il existe, donc pour définir les caractéristiques cibles dans mon produit. Donc, en termes de qualité hygiénique, quelles sont les bactéries que je dois analyser, les paramètres physiques que je dois respecter dans mon produit fini, etc. Et par la suite, on passe à l'étape formulateur, qui sont des essais qui passent d'abord par l'échelle, comme on dit, échelle cuisine laboratoire, sur des petites formules qu'on essaye de monter et standardiser, analyse sensorielle, en faisant des analyses sensorielles, physico-chimiques et biochimiques pour maîtriser la formule acceptable par le consommateur qu'on peut stabiliser et étudier même les conditions de conservation. Par la suite, bien sûr, vient les étapes, l'échelle pilote ou même tests au niveau coopératif ou industrie pour adapter le protocole qu'on a pu réussir au niveau de laboratoire avec les conditions de transformation qui existent dans soit les coopératives ou les unités de transformation et passer bien sûr à la production. Donc, cette étape nécessite des outils et même des connaissances donc des connaissances en termes de analyse physico-chimique, sensorielle, stabilité de produits, conditions de conservation, etc. Par là, on passe à l'étape de l'optimisation. Une fois une formule qui est acceptable par le consommateur, stable en termes de qualité physico-chimique, biochimique et même sensorielle, microbiologique bien sûr, si on passe à l'étape de l'optimisation des paramètres de transformation. Cette étape consiste, on utilise généralement la méthodologie des plans d'expérience, qui consiste à rechercher d'abord des facteurs qui influencent sur les paramètres que je veux optimiser. Je vous donne un exemple rapidement. Par exemple, dans ma chaîne de fabrication, j'ai une étape qui est la pasteurisation. C'est une étape clé pour stabiliser mon produit, mais plusieurs paramètres peuvent influencer sur cette étape, tels que la température, le temps et même d'autres paramètres tels que le pH, l'activité d'eau et d'autres facteurs. Donc, j'ai plusieurs paramètres maîtrisés et que je dois optimiser. Quel est le barème de température et temps que je dois utiliser? Quel pH approprié qui va donc aider dans la stabilité de produit? Je passe à identifier ces facteurs qui influencent donc l'étape et par la suite passer à la modélisation en utilisant des méthodes soi-disant statistiques et combinées avec les analyses laboratoires. Une fois on arrive à optimiser la formule, nous avons toute une chaîne, tout un produit qui est stable de point de vue hygiénique, chimique, sensoriel, mais aussi dans la chaîne de fabrication, le procédé de fabrication, il est optimisé et standardisé. Donc, je vous présente quelques produits qu'on a réussi à stabiliser, optimiser au niveau de laboratoire, notamment la boisson de carreau. Et on a proposé trois formules naturelles, formule aromatisée à la réglisse et une autre formule aromatisée à la cannelle pour donner plus de gamme de produits aux consommateurs. Donc, la boisson de carreau, c'est un produit issu de la transformation de la pulpe, mais tout en maîtrisant les différentes opérations unitaires, telles que la diffusion, où on arrive à maîtriser la diffusion des éléments nutritifs de la pulpe vers la boisson qu'on va pasteuriser par la suite, et bien sûr les conditions de stockage et de stabilité de produit. Donc, nous avons procédé à la l'optimisation des différentes étapes, maîtrise de barème de pasteurisation, préservant la qualité sensorielle et aussi la qualité nutritionnelle et identifier le sel à essayer, la durée de conservation ou de consommation. Aussi proposer plusieurs formules, mais surtout proposer une boisson qui est sans conservateur ou additif alimentaire, la plus stabilité
par des méthodes physiques, par la pasteurisation et des méthodes physiques de stabilisation. Aussi, la deuxième forme, c'est le sirop, le fameux sirop de cacao, qui est même commercialisé sous forme de mélasse. C'est chez certaines coopératives et chez certaines unités de transformation. Donc, c'est un produit qu'on a pu maîtriser surtout l'étape de l'extraction de la boisson et la concentration en vue d'avoir un sirop qui préserve la qualité. Parce que le problème du sirop, la concentration telle qu'il est réalisé à l'air libre, il dégrade largement la qualité nutritionnelle du sirop. Vers la fin, tu as un sirop qui est de qualité acceptable, mais qui n'a plus les éléments nutritifs importants pour le consommateur. Donc, on a essayé optimiser ces paramètres, notamment dans l'étape de pasteurisation et aussi l'étape de concentration en maîtrisant le temps, la température et le rapport au solide, et aussi stabiliser le produit fini en maîtrisant l'activité d'eau. Donc, pour pouvoir donner une longue durée de conservation et proposer deux formules aussi, le sirop sans sucre et celui sucré par le saccharose, le sucre. Une autre forme qui est la fermentation en donnant du vinaigre de carreau. Donc, c'est un produit à base de carreau qui préserve la valeur nutritionnelle et le goût typique de la carreau. Aussi, nous pouvons travailler sur tout ce qui est fermentation en maîtrisant le processus de fermentation et produire un vinaigre respectant la réglementation, notamment marocaine et internationale. Ceci nous a permis d'avoir un produit stable, de longue durée de conservation dépassant 5 ans, mais aussi longue durée de commercialisation. Parce que avoir 5 ans, ça a permis de commercialiser le produit donc librement pendant toute la période de conservation de ce produit. Une autre formule qu'on est en train de breveter, c'est une formulation à base de pulpe et différentes quantités. Donc, c'est un produit qu'on a pu stabiliser également par voie thermique, utilisation des conservateurs hydrocolorants, de qualité maîtrisée par filtrage et diminution de l'activité d'eau et traitement thermique pour longue durée de conservation, pour éviter l'utilisation des additifs alimentaires et aussi avoir une bonne qualité nutritionnelle et organique. La fameuse juste un produit de diversification qui est la poudre de pulpe de carreau, où on peut même produire des infusions de carreau. Donc, c'est un produit broyé en préservant la valeur nutritionnelle et typique de carreau, avec bien sûr des particularités diététiques et qui est riche en phosphore, calcium, qui lui rend cette qualité diététique importante et qui peut être même commercialisé ce phosphore, soit poudre, tel qu'il est broyé, ou même des infusions qui peuvent même davantage donner une valeur ajoutée davantage à la pulpe de carreau. Plusieurs utilisations peuvent être réalisées, consommation directe, application dans plusieurs autres produits ou même dans les régimes. Aussi, un autre volet très important dans la valorisation de la pulpe de carreau, dont on travaille au niveau de l'INRA, notamment au niveau du centre de Bnimlel, et surtout l'utilisation en alimentation de bétail. Plusieurs essais peuvent être réalisés au niveau chez les agriculteurs en introduisant la pulpe de carreau à l'alimentation du bétail, mais ils mettent des concentrations, si je veux dire, ou des portions, ou des rations qu'on peut incorporer dans l'alimentation, reste un défi des agriculteurs. Donc, au niveau du centre, avec collègue Dr Benbati Mohamed, qui est chercheur en nutrition animale, nous avons essayé, donc nous avons déjà des résultats qui sont en cours de transfert, qui consistait à étudier l'effet de l'incorporation de la carotte dans l'alimentation de bétail en produisant plusieurs portions allant du 20, 30 à 40% de la ration et par la suite voir la croissance des ovins et calculer la croissance quotidienne des moutons, calculer le coût de revient d'un kilogramme de poids vif gagné
Par la suite, nous avons procédé à l'abattage et évalué même la qualité, les caractéristiques des carcasses, dépôt de graisse, morphologie et état d'encaissement, et aussi la qualité de la viande. Que c'est important d'évaluer la qualité de la viande, pouvoir commercialiser un produit de bonne qualité, donc notamment la couleur, le pH, nous avons également procédé à l'analyse sensorielle. Nous avons fait que l'incorporation a donné des résultats très, très importants en termes de qualité de viande et aussi l'acceptation chez le consommateur. Ça donne un goût typique à la viande aussi. Elle est très, très appréciée par le consommateur. Donc, et évaluer bien sûr par la suite l'analyse sensorielle, c'est pour aller vers l'acceptabilité de ce produit. Aussi, en termes de valorisation de la graine, nous avons procédé à la mise en œuvre d'un procédé d'extraction, de purification simple et optimiser les étapes d'extraction. Et nous avons réussi à extraire la gomme de produits au niveau de laboratoire que nous entamons actuellement des essais d'introduction d'autres matrices alimentaires pour proposer comme forme de valorisation une deuxième valorisation de la gomme par incorporation dans d'autres matrices alimentaires et la stabilisation de d'autres matrices alimentaires. Également, pour la valorisation de la feuille de carobier, nous avons travaillé sur des feuilles séchées de carobier et procédé à l'évaluation de l'activité biologique du carobier en vue d'orienter sa valorisation en pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique. Et ceci nous a donné des résultats très intéressants. Et nous sommes en train d'élaborer des tests d'application d'extraits à base de feuilles de carobier dans d'autres produits alimentaires et aussi dans d'autres formulations ou même dans le packaging intelligent, dans le packaging d'autres fruits et produits alimentaires. Donc, pour le programme de recherche 2021, INRA son méga projet arboriculture fruitière, viticulture, notamment pour la filière de carobier. Pour l'axe de qualité, nous avons deux orientations principales qui consistent également, qui entrent toujours dans la valorisation technologique du carobier. Pour les activités de recherche, nous sommes en train de réaliser deux créneaux liés à la caractérisation de la goutte verte et la valorisation de la goutte verte avant même maturation. Et mise en œuvre des nouveaux procédés de valorisation technologique, notamment en agroalimentaire, adaptés à la qualité de la goutte verte. Et l'extraction des molécules d'intérêt des feuilles et de gousses de carobier, étude d'application industrielle en tant qu'agent de conservation et une packaging intelligent. Pour l'autre aspect lié aux activités de transfert de technologie, durant cette période, nous comptons réaliser organiser des journées de formation, de transfert des technologies avec des unités de formation et aussi la convention de transfert et d'accompagnement technique et technologique des coopératives, usines et ou porteurs de projets. Pour que ces produits sortent de l'IPA et qu'on puisse les trouver au niveau des unités de transformation et aussi dans le marché marocain. Aussi, pour cette période, nous avons un projet PRIMA qui est sélectionné où nous allons travailler sur deux filières au niveau du Maroc, du carobier et du figuier. Et dans la partie carobier, on va aller vers le transfert de technologie et des procédés déjà existants au niveau de la laboratoire et accompagner 2 à 3 unités ou coopératives à donc, identifier les problématiques liées à la transformation, notamment dans la valorisation de transformation et tout ce qui est commercialisation, marketing des produits, pour bien sûr aider au renforcement des capacités des unités agroalimentaires. Nous sommes 9 partenaires internationaux dont l'INRA fait partie de ce consortium. Donc, nous sommes dans l'étape de sélection des unités où on va essayer de mettre en place un living lab qui consiste à les approcher, comprendre les problématiques
liées à la transformation et les aider dans la mise en place de, de cette gamme de transformation, de valorisation au niveau de leur unité de transformation. Donc, avant de finir, je tiens à remercier toute l'équipe qui est derrière cette travaux, principalement qui est coordonnée par moi dans l'ensemble des activités de recherche. Je tiens à remercier Dr Lotfia Younes, qui est le chef de département d'agroalimentaire, qui est impliqué également dans ces études. Dr Benbet, qui est un chercheur de nutrition animale impliqué dans l'ensemble des travaux présentés. Dr Al-Haraka du centre de Marrakech et aussi 2 doctorants qui inscrits sur cette thématique.